Je suis très très heureux d'être là pour des tas de raisons, parce que je pense que j'ai une dette intellectuelle vis-à-vis du Québec. La première fois que je suis venu, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais juste ça, pour expliquer mon plaisir d'être là. La première fois que je suis venu au Québec, au début des années 70, donc période post-68 art pour nous. Période d'invention sur les techniques théâtrales, sur la mise en place d'expériences pédagogiques télévisuelles. Et il faut dire que le Québec avait déjà une certaine avance vis-à-vis d'une université française qui avait certes été bousculée par les années 68, mais enfin qui était quand même très verticale, très académique. Et je m'occupais d'une expérience qui malheureusement n'a pas duré longtemps, parce qu'elle était vraisemblablement trop utopique, qui était la Villeneuve de Grenoble. C'était un projet, tenez-vous bien, on ne se tenait pas bien peut-être à l'époque, qui consistait à dire transformer la ville, ça c'était possible, transformer la vie, ça c'était un tout petit peu plus difficile. Et dans ce transformer la ville, transformer la vie, c'était les techniques, à l'époque on les appelait techniques d'animation, enfin c'était rien d'autre que ce qu'on appelle aujourd'hui les processus de médiation, c'est-à-dire d'échange, de transmission, de tradition, de rupture, de brèche. Et on était venu en délégation, la Villeneuve était à peine construite, c'était encore un champ de betteraves, on est venu une délégation pour voir un peu les expériences de télédistribution au Québec. Parce qu'on avait un projet de télédistribution chez nous à la Villeneuve qui n'a jamais pu déborder le quartier. Pourquoi ? Parce qu'en France, pays vertical, il y avait le monopole de la production et de la diffusion télévisée qui était un monopole de l'État et qu'il n'était pas question de ne pas l'appliquer. Bon, donc on a fait de la télévision locale, enfin pas communautaire, vous l'appelleriez communautaire, sur le quartier, et moi j'ai fait beaucoup de travail à partir de pièces de théâtre, enfin bon bref. Et donc voilà une première dette, et puis les autres dettes, je crois, c'est de les avoir eues à l'occasion de plusieurs colloques à Montréal, où j'étais plutôt dans l'information et la communication. Passons au sujet. Voilà un peu les raisons de mon plaisir et de mon intérêt, parce que c'est pas simplement une question de plaisir, de venir voir des collègues, des étudiants, pour faire le point comme un photographe fait le point. Ça oblige à prendre de la distance et ça oblige à se mettre dans une position critique. Critique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les conditions pour qu'on puisse parler d'un phénomène qui s'appelle la médiation culturelle, qui s'est développé au moins dans les termes depuis une vingtaine d'années, aussi bien chez nous que chez vous. J'ai oublié de vous dire, pour régler un peu nos modalités là pendant cette petite heure et demie, je souhaite que vous puissiez m'interrompre le plus possible en fonction de vos questions, de vos désaccords, d'une demande de précision. Tout simplement, d'abord parce qu'on est tous un peu avec les mêmes adossements théoriques ou pratiques, donc on n'est pas dans une situation où un type du haut de sa chair vient déverser son savoir. On est dans une situation de partager des expériences, des jugements, des points de vue. Donc vraiment, et puis vous n'êtes pas nombreux, ce qui est très bien, ce qui permet une forme de relation qui est peut-être pas un type parle, et puis quand il a fini de parler, on passe aux questions, mais comme il a dit tellement de choses dans un ordre ou intéressant ou pas intéressant, on ne sait plus trop bien quoi dire. Ce serait véritablement bien et mieux pour moi en tous les cas, si on peut... Alors, il suffit d'un petit coup d'œil, on n'est pas obligé de lever la main, hein. Le problème avec moi, quand je donne ce type de... pas d'injonction, mais d'ouverture, c'est que j'ai un débit tellement rapide que le temps que vous ayez fait ça, je suis passé à autre chose. N'hésitez pas, j'ai plein de notes, je retomberai sur mes pieds. Donc voilà, que ça soit ça une des conventions qui permettra de dialoguer ensemble. Alors, j'ai appelé cette intervention, ne disons pas conférence, puisque je vous demande de briser le statut et les normes de la conférence, les enjeux théoriques et politiques de la médiation culturelle. En effet,
chez vous comme chez nous, on peut assister depuis une vingtaine d'années à une prolifération de l'usage de ce terme. En France, il y a encore un an, il y avait, je crois, tenez-vous bien, c'est pas une erreur de ma part, 230 masters qui, peu ou prou, annonçaient une formation en médiation culturelle. Ce qui prouve que c'est tout sauf un domaine circonscrit en termes d'une discipline, d'un terrain, de méthode. C'est vraiment une constellation où on ne sait pas très bien où est le centre. Le centre est un peu partout et la délimitation de la constellation, elle est partout. Elle est en formation, elle est dans les institutions culturelles, avec un peu de résistance chez nous, j'y viendrai. Elle est dans les musées, elle est dans les médias, si bien qu'on a là un phénomène qu'il faut mettre un petit peu à la question, qu'il faut interroger sur ce dont il parle et qu'il faut interroger aussi sur son actualité. Comment se fait-il que dans les années 90, chez nous en tout cas, oui, alors, je vais beaucoup parler de chez nous, d'abord parce que chez nous c'est chez moi, et on ne connaît jamais mieux le terrain que celui sur lequel on vit, et je pense que quand on parle de médiation culturelle, on est obligé de se référer toujours à un contexte, à une mise en contexte. Pour problématiser, il faut la mettre... Et ce contexte, il est social, il est culturel, il est théorique, il est politique, il n'est pas le même. Et une fois qu'on a dit ça, après, tout l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de commun dans des sociétés, dans des histoires, dans des références théoriques qui peuvent être différentes, parce que ça n'est qu'une manière de jeter des regards, de segmenter des regards sur un phénomène qui est quand même le même. Quand un musée se préoccupe de savoir comment il va parler d'un phénomène de société à travers des objets ou des interventions qui vont tenter de créer une transmission, mais aussi de montrer comment cette transmission ou cette tradition, elle doit être adaptée, eh ben, c'est le même problème. C'est le même problème quels que soient les contextes. Alors, les publics ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas dans les mêmes attentes, peut-être, on y reviendra, mais les problèmes sont les mêmes. Donc, un constat, c'est qu'on utilise la médiation culturelle aujourd'hui comme un terme, un peu comme un drapeau, comme un signal, qui est là aussi pour se distinguer d'autres formules qui ont fait l'histoire de ces pratiques, l'animation culturelle, le développement culturel, l'action culturelle et d'autres. C'est là aussi ce que je voudrais essayer de mettre en route. Très rapidement, le plan que je voudrais suivre, d'abord, c'est de partir d'une interrogation théorique. Dans médiation culturelle, il y a une espèce de polysémie au deuxième degré. Pourquoi polysémie au deuxième degré? Ben d'abord, le terme de culture, il va du terme le plus étroit jusqu'au terme le plus général, j'y reviendrai rapidement. Donc il y a déjà là quelque chose sur le plan sémantique, non pas d'ambigu, mais qui est l'objet de débats qui souvent sont des faux débats parce qu'on ne parle pas de la même chose. Pour certains, on parlera de culture comme l'ensemble des œuvres légitimes, et pour d'autres, on parlera de culture au sens anthropologique ou ethnologique, et pour les troisièmes, on se réduira entre les deux à la dimension psychosociologique. Donc, je voudrais partir de l'idée que depuis une vingtaine d'années, il y a eu un changement de paradigme de la notion de culture, et je prendrai le mot changement de paradigme au sens théorique du terme, sans trop le détailler. Le deuxième point, je rentrerai un petit peu dans le problème de la médiation culturelle, en montrant qu'en réalité, dans ces pratiques-là, de mon point de vue, en réalité, c'est un autre rapport de l'art et de la culture. Je ne confonds pas les deux, et très souvent, je vois chez nous en France, quand on parle de la culture, on parle de l'art, point à la ligne. Quand Malraux développe une politique culturelle, j'y reviendrai très très rapidement, il ne développe pas une politique autour des pratiques d'expression, il développe un accès pour tous, comme il dit, aux biens culturels, c'est-à-dire aux œuvres d'art et aux œuvres d'art légitimes. Donc, pour moi, ce qui est important, je trouve, dans la médiation culturelle, c'est de voir comment on aborde la question des langages artistiques. Pas seulement à travers les œuvres
leur diffusion, mais aussi à travers les pratiques artistiques qui ne veulent pas forcément faire œuvre d'art. Peut-être parce que la notion d'art, depuis déjà un bon siècle, elle est à mettre en question. Est-ce que l'art peut se définir comme ça? Pour les philosophes de l'art, c'est loin d'être évident. Bon, donc c'est ce que je voudrais aborder. Le troisième point que je voudrais aborder, et forcément je l'aborderai peu développé parce qu'en 3/4 d'heure, il faut aller vite, mais ce sera d'essayer d'évoquer théoriquement quels sont les discours sur la médiation, les formations discursives. Je prends un terme un peu ambitieux, c'est celui de Foucault lorsqu'il veut parler de la folie, mais j'y reviendrai. Lorsqu'on établit un phénomène, lorsqu'on étudie un phénomène culturel, ou un phénomène social, ou un phénomène purement psychologique, et qu'on veut prendre un tout petit peu de distance, il est important de savoir quels sont les discours construits, les formations de discours qui prennent comme objet de réflexion des pratiques qui se situent dans le domaine du social. Et puis je terminerai en m'interrogeant sur est-ce qu'il y a une autonomie de la notion de médiation culturelle. Est-ce qu'on peut la saisir? Vous voyez, je ne parle pas d'un concept. Il y a une vingtaine d'années, dans les premiers articles que je pouvais écrire, ou que d'autres pouvaient écrire, je me disais, il faut construire le concept. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une ambition qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vous dirai pourquoi. Parce que, ça n'était que le plan. Donc voilà les 4 points que je veux développer. Donc vous voyez, il s'agit bien d'une interrogation de type théorique. En tous les cas, le dernier point le met en évidence, puisqu'il s'agit de s'interroger sur l'autonomie, c'est-à-dire sur ce qui fait que la médiation culturelle peut se définir à travers des points de vue théoriques, des méthodes, des définitions d'objets, mais ça démarre aussi sur un point de vue théorique, ce changement de paradigme. Mais je veux aussi avoir un point de vue politique, parce que je pense qu'on ne peut pas non seulement s'interroger sur ce qu'est la médiation culturelle, mais la mettre en œuvre. Parce qu'avant d'être un objet d'interrogation, c'est un objet qui donne lieu à des pratiques, à des rapports sociaux dans un certain type d'institutions, et pas simplement celui du musée ou des grandes institutions, mais dans les quartiers, dans les établissements de formation, dans les institutions fermées comme les prisons ou l'hôpital. Il y a beaucoup d'activités de médiation dans les hôpitaux, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Artistique ou pas d'ailleurs. Donc, la dimension du politique au sens large du terme, c'est-à-dire au sens des relations dans la cité, des relations sociales, humaines, interpersonnelles dans la cité, c'est s'interroger sur la dimension du politique. Alors, le premier point, je ne vais peut-être pas insister beaucoup, parce que peut-être que nous le partageons là. Moi, j'ai appelé ça le tournant pragmatique. Et en Amérique du Nord, je pense que c'est un tournant qui est bien connu, d'ailleurs qui vient de chez vous, qui vient de l'Amérique du Nord, qui vient de Dewey, qui vient de l'école de Palo Alto. Nous en avons hérité, parfois nous en avons bénéficié. Peut-être que nous l'avons théorisé un tout petit peu plus en termes de... Même pas, non, quand on parle de pragmatique, c'est au fond, c'est à travers les philosophes pragmatistes aux États-Unis. Alors, voyons ce que ça donne, ce tournant pragmatique à propos de la culture. D'abord, je crois qu'il faut signaler que pendant très longtemps, en France, tous les débats politiques ou professionnels autour de la culture étaient des débats qu'on croyait terminologiques, et en réalité, ils étaient politiques. Je m'explique. Le ministère de la Culture, je prends un exemple. Le ministère de la Culture, qui naît en 1959 avec l'arrivée de la Ve République, avec un premier ministère qui est exercé par Malraux, qui est d'abord un compagnon du général de Gaulle, qui est un grand écrivain, qui est un cinéaste, qui est un grand historien d'art, même s'il n'est pas très orthodoxe ou très rigoureux, au contraire, il va mêler l'histoire, mais lorsqu'il parle de la culture, il faut tout de suite entendre l'art, les grandes œuvres. C'est l'accès à la culture, c'est l'accès aux biens culturels,
Et les biens culturels, c'est pas le sensible, le bien culturel, c'est pas les manières d'être vis-à-vis d'un tableau. Non, les biens culturels, c'est les œuvres, celles qui sont légitimes, celles qui sont porteuses d'une tradition, celles qu'il faut transmettre pour des raisons que Malraux explique, et pas simplement lui, mais je voulais rester sur cet exemple-là. Pourquoi ? Parce que, à l'époque des totalitarismes, à l'époque où la religion ne joue plus le rôle qu'elle devait jouer, eh bien c'est la culture qui peut se substituer à ce qui est ce ciment qui forme un nous d'une identité nationale. Donc, lorsqu'on parle de culture, on parle uniquement de l'art. Et très vite, on s'aperçoit que c'est moins simple que ça, que l'accès aux biens culturels, pour Malraux, il n'y avait pas de médiation. Il s'est écrit noir sur blanc. L'art est en lui-même sa propre médiation. L'art parle à ceux qui sont confrontés à sa manifestation. Il suffit simplement d'organiser la rencontre, de permettre la rencontre par des moyens sociaux, culturels, économiques, des établissements, etc., etc. Et très vite, cette idée qu'il n'y a pas de médiation nécessaire se heurte au réel. C'est pas vrai. On sent très bien que pour ceux qui ont été éduqués par leur famille, par l'école, à la sensibilité artistique, et ben voilà, le chemin est relativement facile. Et le miracle de l'art, et Malraux emploie souvent ce mot, se joue comme une mystique religieuse. C'est pas si facile que ça. Et donc, on est passé, en 20 ou 30 ans, d'une définition qui était restrictive aux beaux-arts, d'ailleurs, l'art c'est les beaux-arts, à une définition beaucoup plus large, qui est la définition anthropologique que tout le monde connaît, donc je ne vais pas détailler. Et c'est à l'intérieur de cet écart, de ce spectre, si on peut pas prendre cette image de l'optique, c'est entre ces différentes couleurs de l'anthropologie, en passant par la psychosociologie, en passant par l'esthétique, ce serait l'autre bout du spectre, que se sont développées les politiques culturelles. C'est-à-dire les initiatives de l'État, dans un premier temps, c'était lui qui avait le monopole, et dans un deuxième temps, dans les années 70, les villes qui n'avaient pas compétence à s'occuper de ces questions-là. Vous entendez par ce constat-là le rôle fondamental que l'État a toujours exercé en France, qu'il exerce d'ailleurs de moins en moins. On peut penser qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique culturelle. En revanche, le fléau de la balance s'est un peu transformé. Les collectivités territoriales ont des politiques qui ne sont pas simplement d'accès à l'art, qui sont multiples. Donc, c'est dans cet écart-là que se sont conduites les politiques culturelles, et il faut en revenir à l'histoire. Ce n'est pas évidemment le sujet de mon intervention. Deuxième changement, pendant très longtemps, philosophiquement parlant, ou sociologiquement parlant, la culture a été quelque chose qui relevait d'un phénomène symbolique, d'un phénomène d'une expression significative d'une civilisation ou d'un mode de vie. Donc on était là dans un phénomène d'expression. Et il était naturel que c'était les objets d'art qui étaient les objets les plus épanouis, les plus formellement définis, caractéristiques d'une culture. Eh bien, cette dimension de la culture, elle a été remplacée par une dimension qui est celle de la praxis. Je prends ce terme, pas pour faire malin, je ne suis pas helléniste, mais pour prendre le mot grec de praxis qui signifie culture, enfin qui signifie relation interpersonnelle, et surtout pour le relier à l'idée du pragmatisme, c'est-à-dire d'un regard sur les phénomènes qui sont les effets des phénomènes. C'est ça le point de vue pragmatique. C'est qu'est-ce qu'un phénomène produit dans son développement, dans son actualisation. Bien, la praxis, c'est précisément ce qui va se passer ou ce qui se passe, parce que c'est aussi de l'ordre du présent, dans les relations interpersonnelles, lorsque ce sont des langages qui sont mis en œuvre ou lorsque ce sont des transmissions vis-à-vis d'objets que l'on a
isolés, sortis de leur contexte, pour les présenter ou pour les mettre en évidence sur les cimaises ou dans les vitrines des expositions. Troisième chose, la culture, on s'est rendu compte que c'était un réseau extrêmement complexe de médiation, de rapports entre une personne et d'autres personnes, entre une personne et un objet, entre des groupes et une société. Et donc la culture est elle-même un lieu de médiation extrêmement profonde, souterraine, pas forcément identifiée en tant que telle. Elle est ce qui permet la relation d'une personne, j'emploie le mot personne et pas individu, j'y reviendrai, c'est-à-dire d'un sujet d'action, d'un sujet de parole, d'un sujet philosophique, avec le monde qui l'entoure. Et je dirais les mondes. Le monde réel, le monde des objets, le monde de la nature, mais on sait très bien, et il suffit de se balader dans un pays aussi développé techniquement que le vôtre ou que le nôtre dans l'urbain, le rapport au monde réel est un monde qui est fait de médiation. Vous voyez très 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 peu aujourd'hui de coins qui ont été totalement protégés de l'intervention humaine et sociale. On a tendance à vouloir les conserver comme des petits paradis. Donc le monde réel, mais c'est peut-être le monde physique, le monde social, c'est aussi à travers ce monde social que se manifeste une civilisation, une culture, les institutions, les normes, les règles, les manières de sentir, et le monde de l'imaginaire, c'est-à-dire le monde de l'art, le monde des rêves, le monde de tout ce qui se passe à travers la dimension du symbolique telle qu'elle peut être développée par le psychisme. Donc voilà. Le tournant pragmatique, c'est de se poser la question des effets, de ce que l'art nous fait lorsque nous le regardons. Nous, ce nous étant à définir. Nous, c'est nous personnes, c'est nous groupes, c'est nous collectifs, c'est nous identité qui se choisit d'être un nous. Et peut-être que dans la situation d'aujourd'hui, c'est véritablement la grande question politique. Qui est ce nous tel qu'il peut exister dans nos différents contextes. Et Dieu sait si aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps de le traiter, je crois que je traiterai ça plutôt dans la conférence demain à Chicoutimi, mais on ne va pas louer un quart pour aller faire ça, encore que ça aurait été intéressant de voir comment ça change. Le nous qui est posé, qui nous est posé en France, il est terriblement fragilisé depuis une dizaine d'années. Ce nous qui trouvait son identité à travers une histoire, la République. Aujourd'hui, enfin bon, je ne vais pas faire, je ne suis pas encore à Chicoutimi, tout simplement pour dire que, voilà, on a une question là qui est terriblement délicate. Alors passons tout de suite au deuxième point qui va illustrer un petit peu le début, c'est que ce tournant pragmatique dans la pensée de la culture, c'est surtout un changement relatif au problème de l'art dans sa diffusion, dans sa production, je dirais, dans sa production d'abord, dans sa diffusion, et surtout, ce qui va caractériser, à mon avis, les phénomènes de médiation culturelle dans leur réception. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la philosophie, je ne parle même pas des pratiques que l'on utilisait dans les institutions artistiques, la philosophie ou la littérature comparée, parce que c'est parti de là, s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe chez le lecteur. Le lecteur qui lit un texte, disons littéraire, non pas une annonce petit contenant sympathique, cherche matière recyclée. Encore que là, déjà, on a déjà un texte qui est rigolo, qui cherche un effet immédiat, mais au lieu de dire, voilà, mettez votre truc là-dedans, il y a une petite formule intéressante qui nous fait sourire quand on arrive à la voir. Et donc, problème de la réception. Ce problème de la réception du tableau, du film, du roman, du poème, a longtemps été traité par l'esthétique. Enfin, c'est un phénomène contemporain. Et on peut dire, par exemple, que la peinture moderne naît avec les discours de Diderot qui essayent de se mettre à la place du spectateur
du tableau, de la même manière que il met dans la même vision, il réfléchit sur la place du spectateur de la scène de théâtre. Il y a à peu près la même interrogation sur le phénomène de réception. Et donc, la médiation culturelle va surtout mettre l'accent sur ces phénomènes de réception, de l'art, des objets artistiques, des langages artistiques. Tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est depuis un siècle, il est extrêmement difficile, sinon pas possible, c'est mon sentiment, de répondre à la question « qu'est-ce que l'art ?» Vous allez avoir autant de réponses que, non pas de point de vue esthétique ou philosophique, mais que de courants artistiques. Quand vous voyez une installation des arts plastiques, un grand nombre de critiques peuvent dire mais non, c'est pas de la peinture. Effectivement, c'est pas de la peinture, c'est autre chose. Tout ce qui va se développer avec l'art contemporain est une remise en cause d'un objet stable, fini, destiné dans sa surface et dans sa forme à créer tel type de processus de sens. Donc, voilà, la question qu'est-ce qu'une œuvre d'art n'est plus d'actualité. Et d'ailleurs, le premier qui la pose, c'est pas un théoricien. Enfin, si, c'est un théoricien, mais c'est d'abord un plasticien, c'est Marcel Duchamp, avec les ready-made et avec tout ce qui est une rupture fondamentale avec ce que Duchamp appelle la peinture rétinienne, c'est-à-dire, voilà, une peinture rétinienne, on est encore sur une surface à 2 dimensions, quelque chose qui s'adresse simplement, ou pas simplement, d'une manière complexe, à mon œil. Avec les ready-made, j'ai fait un petit tour là, ce week-end, j'ai décidé de vous raconter une partie de ma vie, mais celle qui a marqué, sur lequel il y a eu des effets sur cette intervention. Je suis allé au MoMA, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, on était beaucoup d'ailleurs, et vous avez une œuvre, un ready-made de Duchamp qui s'appelle Roue de bicyclette. C'est sur un tabouret et long. Il se trouve, alors est-ce que c'est certainement une provocation intelligente, et peut-être pas si intelligente que ça, de celui qui met en scène ces différents tableaux. Ce ready-made de Duchamp se trouve dans une salle où il y a de la peinture moderne. Et la plupart des gens, au moins ceux qui n'ont pas vu d'objet de Marcel Duchamp, doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette simple roue posée sur un tabouret. Cette simple roue posée sur un tabouret n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt plastique, mais elle a un intérêt fabuleusement important sur la réflexion sur la nature de l'œuvre d'art. Donc, voilà. Cette question-là, elle ouvre, ou l'absence de réponse à cette question-là, ouvre toutes les questions sur la médiation culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque on utilise quelque chose qui relève de l'esprit pour le concrétiser dans un parcours, dans un objet, dans une performance. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui va la recevoir ou ne pas la recevoir? Et donc, on peut se demander si la médiation n'est pas le chaînon qui manque dans tout phénomène où un artiste, qu'on appelle un artiste ou pas, où quelqu'un produit une œuvre, et je prends le mot œuvre au sens très large du terme, ou met en scène un objet d'une manière particulière, comme Duchamp, ou accroche des choses sur un parcours, ou fait une performance dans la rue. Qu'est-ce qui se passe entre cette production qui est d'abord éminemment subjective, qui est une intention personnelle de quelqu'un qui se réclame de ce geste particulier, qui est le geste artistique. Qu'est-ce qui se passe donc dans les phénomènes de diffusion, dans l'espace où ce phénomène est posé, où il est toujours un artefact, il est toujours un artifice, il est toujours une production d'un homme ou d'un groupe? Qu'est-ce qui se passe dans son rapport avec son environnement humain? Pour beaucoup, la médiation va être d'abord une sociothérapie, c'est-à-dire une manière
de rétablir une fracture, celle entre le monde de ceux qui aiment l'art, qui le connaissent, qui ont appris à lui donner une valeur, et ceux pour qui, par milieu familial, par éducation, n'ont pas été sensibilisés au rapport à l'art, qui n'est pas un rapport magique, qui est un rapport qui demande un apprentissage, même si ce n'est pas un apprentissage théorique, qui demande non pas forcément un pas à pas, mais qui demande d'être conduit par la main. La main, c'est peut-être simplement celle de l'artiste, ce n'est pas forcément un programme. Et on peut dire que tout au long de l'histoire humaine, de l'histoire des civilisations, c'est la culture qui, dans son histoire, crée des récits. Nous, des récits, pas simplement des récits littéraires, pas simplement des épopées, pas simplement quelque chose qui s'écrit ou qui s'entend, mais le récit de l'art. Je regardais aussi, par exemple, au MoMA, Les Demoiselles d'Avignon, qui est un des grands premiers tableaux cubistes de Picasso. Là, il y a un récit fantastique. Si le public ou la personne ne connaît pas ce récit, vis-à-vis des Demoiselles d'Avignon, on va se poser un nombre de questions. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches? Mais elles ressemblent à rien. Pourquoi elles ont un masque africain? On est obligé, pour être en rapport avec ce tableau, d'être en rapport avec l'histoire de la peinture et d'être en rapport avec le geste de Picasso, qui était un merveilleux coloriste, qui était un merveilleux dessinateur, et qui, là, délibérément, dessine quelque chose qui n'est non pas une provocation, mais qui est une rupture avec un ancien récit, qui est le récit de la peinture, dans laquelle il a été formé, dans lequel il a développé sa période bleue, sa période rose. Voilà. Donc il y a un récit. Donc toutes les manifestations culturelles racontent des choses, non pas comme une fiction, mais sont des processus qui nous permettent, de cheminer avec eux. Et donc la culture est un interdire. Il n'y a pas de jeu de mots là-dessus. C'est un dire. Chez Picasso, pour rester sur cet exemple, il y a une énonciation, je reviendrai sur le mot d'énonciation, il y a un acte de peinture qui s'adresse aussi bien à ses collègues peintres, qui est une rupture avec la tradition avec laquelle il a été, dans laquelle il a été formé, mais qui s'adresse aussi aux collectionneurs ou à ses futurs acheteurs. Il y a quelque chose qui est un acte de parole pictural qui est là, non pas simplement dans la gratuité ou dans l'intentionnalité, mais qui est là pour nouer d'autres histoires, les histoires de la peinture contemporaine. Autre élément, c'est que la culture aujourd'hui n'offre plus... Oui. Je me permets. Ah ben c'était... Mais là, dans ce que vous dites, c'est ça, quand vous dites que c'est interprété de cette manière-là par ses collègues, par exemple, ou qu'il y a une volonté de déchirer, c'est pas le citoyen lambda qui va se poser devant cette toile-là et qui va pouvoir l'interpréter comme ça. Absolument. Il y a plein d'autres lectures possibles de ce récit-là. Oui, il y a plein d'autres, mais c'était pour illustrer le fait qu'un acte pictural, ou un acte musical, on pourrait prendre un exemple chez Stravinsky, ou un acte chorégraphique, s'inscrit d'abord dans une histoire de l'art. Et évidemment, cette histoire de l'art, elle n'est partagée que par ceux qui la connaissent. Ceux qui se situent dans ce continuum. Le citoyen lambda, soit il n'a pas l'occasion même d'être confronté au moment où les demoiselles de Picasso sont peintes, parce que Picasso n'est pas exposé. Il est juste, il a trouvé un marchand extrêmement astucieux qui s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose de totalement nouveau. Donc, le citoyen lambda, il ne deviendra le récepteur de cette histoire-là qu'avec l'évolution, la diffusion de l'art et sa popularisation, son accès plus large et plus démocratisé. Donc il y a plusieurs récits possibles. Là, je donnais juste une forme de récit.
Aujourd'hui, la culture ne peut plus être considérée comme un patrimoine qui appartient à l'ensemble d'une nation, tout simplement parce que y a les inégalités, il y a les oublis, et il y a, en tous les cas chez nous, une crise même de la culture, qui est évidemment peut-être celle qu'installent les actes artistiques. Dernier point, c'est que les pratiques culturelles, celles qui utilisent sans volonté de faire œuvre, mais qui utilisent les langages artistiques. Je pense aux pratiques amateurs, je pense aux pratiques chorales, je pense aux interventions dans les lieux de vie, je pense au travail avec les enfants, je pense à des arts particuliers qui n'ont pas forcément acquis le statut d'art, la marionnette, le hip-hop, enfin bref, on voit bien là aussi que c'est soumis à des phénomènes de l'ordre de l'histoire. Eh bien, ces pratiques ne sont pas définies ou ne sont pas reconnues par les institutions, par le pouvoir qui établit des politiques culturelles, comme des modalités qui permettent à la personne, au sujet, de se construire dans sa subjectivité, de se construire dans les moyens qu'il a de parler à l'autre, alors qu'on sait bien que voilà, c'est à travers la culture, mais prise dans une dimension très large, que nous pouvons nous revendiquer comme un je, comme un sujet, comme une personne, et dans sujet, il y a subjectivité, et dans subjectivité, il y a forcément ce qui est de l'ordre de l'art. La culture relève toujours d'une subjectivité, mais en même temps d'une appartenance à un groupe, à un collectif. La problématique de la culture, dans son vécu, dans son expérience, c'est bien celle de pouvoir retrouver ou trouver des formes d'action, de parole, qui peuvent être en résonance avec celles d'autres personnes. Donc, voilà, si on parle de médiation, on peut dire qu'il y a un chaînon. Voilà, la médiation, dans ses multiples formes, va essayer de rétablir des ruptures. Elle va être cette chaîne qui est constamment cassée, parce que la vie, parce que l'histoire, parce que les conflits, parce que les inégalités créent des fractures, et que chez nous, en France, en tous les cas, à un certain moment, dans les années 90, on s'est appuyé sur ce qu'on appelait les pratiques de médiation pour essayer de faire de l'orthopédie sociale, c'est-à-dire de rétablir ce qui semblait rompu dans le sentiment d'appartenance à un nous. Et c'est très lié à la crise identitaire qui a été provoquée aussi politiquement. J'y reviendrai, et donc l'idée de cette médiation culturelle, c'est est-ce que ce ne serait pas le mana d'une société en quête de relation? Alors mana, en deux mots, expliquons-le. Ceux qui sont anthropologues le connaissent très bien. Moi, je n'étais pas anthropologue, mais un jour, j'ai découvert ça dans un article formidable de Lévi-Strauss qui présentait ce grand ethno ou anthropologue qui est Marcel Mauss. Et il parlait du mana. Et qu'est-ce que c'était le mana? C'est le mot qu'employaient les Mélanésiens pour décrire un phénomène qui était un peu magique, dont on ne savait pas très bien comment ça marchait, mais qui marchait. Voilà. C'était donc un principe d'explication un peu complexe d'un phénomène qui était là présent. Est-ce qu'il était présent dans les têtes ou dans les imaginaires de ceux qui le vivaient, ou est-ce que c'était un phénomène qui était là mais dont on ne connaissait pas très bien les causes, mais n'empêche que ça fonctionnait? Et on peut se demander, alors donc Lévi-Strauss disait, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Mélanésiens qui ont des manas. Nos civilisations utilisent le mot truc. Tiens, c'est un truc qui marche. Voilà, on tente un truc dans un bureau pour réorganiser le travail de l'équipe, et puis tiens, ça marche. On ne sait pas ce qui marche. Alors après, on va comprendre ce qui se passe. Donc voilà, toutes nos civilisations, quelles qu'elles soient, vivent des phénomènes dont elles ignorent un peu comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et on peut se demander si parfois les médiations culturelles ne sont pas ce processus-là. Après, il faut les travailler, sinon on laisse l'aléa jouer et ça marche un coup sur deux, ou un coup ça marche plus, et puis on ne sait pas pourquoi et comment. Donc, pour moi, la médiation culturelle, c'est aussi une manière de mettre en relation
des choses, des phénomènes qui sont dans des mondes séparés. Et comme nous vivons dans des mondes multiples, dans des mondes pluriels, dans le monde de la famille, dans le monde de l'école, dans le monde du politique, dans le monde du religieux, il faut bien que la sauce prenne. Il faut bien qu'on puisse avoir des cohérences et individuelles et collectives, et peut-être que les médiations en tant que pratique sont ces éléments qui nous permettent de créer ces relations et ces liens qui sont évidemment de l'ordre du symbolique. Et donc, le manam mélanésien, dit Lévi-Strauss, ou Mauch, je ne sais plus quel... C'est une force. C'est une force, et donc dans la force, il y a cette dimension pragmatique. Ça a une capacité d'agir, de faire. C'est aussi une action, c'est-à-dire, c'est pas simplement un magnétisme qui est invisible, c'est une action au sens presque grec ou dramatique du terme. Ça a un début, un développement et une fin. Voilà, il faut l'inscrire dans une continuité et dans un espace. Donc, si on veut bien considérer que les médiations sont ça, ben ça demande des techniques, ça demande des réflexions, c'est pas n'importe quoi, c'est pouvoir l'inscrire dans des méthodologies, dans des stratégies. Je reviendrai sur cette notion de stratégie. Et c'est une qualité. Et qu'est-ce que c'est comme qualité? Ben, c'est la qualité d'établir des relations. Et ça, c'est quand même dans une société fondamentale. Et quoi de mieux pour établir des relations que de faire appel aux sensibles, c'est-à-dire à ce que nous partageons tous, parce que nous relevons tous du genre humain, le sang, mais avec évidemment des appareils auditifs, des appareils de vision, des rapports au temps et des rapports à l'espace, qui sont différents selon les cultures, selon les apprentissages. Donc, Célia, c'est vous la maîtresse du temps. Parce que comme vous ne m'avez pas interrompu, c'est peut-être le moment, on va laisser quand même le temps du... Mais vous pouvez continuer, enfin. Ah ben ça, et comment que je vais continuer? je vais profiter de ce petit moment, cette petite pause pour poser une question, parce que j'ai un cours à midi et je dois partir. Mais je voulais vous poser une question sur le contexte. Et puis, ça me fait penser à notre situation ici au Québec et au Canada. C'est qu'avec ce changement de paradigme, ce changement de paradigme est accompagné par un contexte de la vie, des relations sociales qui a beaucoup changé. Je m'explique. On est passé finalement d'un discours qui portait essentiellement sur les relations sociales à un discours qui porte maintenant aujourd'hui beaucoup sur la médiation culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus une société de classe, hein? On fait plus, on l'est peut-être, mais on en parle beaucoup moins. Et donc, on ne fait plus ces distinctions entre les élites, les classes ouvrières, etc. La preuve, c'est que nos sociologues ont du mal à trouver des sujets de recherche. Et les partis politiques, qui étaient le Parti communiste, le Parti socialiste, maintenant n'ont plus vraiment de raison d'être. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, nous sommes dans des sociétés d'émigration où on accueille des immigrants. Et donc, là, ces nouveaux discours... Je trouve que votre remarque, elle est fondamentale. Je voudrais... vous avez tout dit. Non, si, vous avez tout dit. Non, après, on peut... Elle est fondamentale et elle est insuffisamment exprimée et dite collectivement. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur un dramaturge, un vieux copain à moi, qui s'appelle Jean-Claude Grimbert, qui est un des auteurs contemporains de théâtre chez nous les plus connus. Et dès le début, sur une de ses premières pièces, qui date de la fin des années 60, je dis, ce dramaturge-là, il a pigé, avec 15 ou 20 ans d'avance, c'est souvent le cas des artistes, qu'on était en train de passer d'une société de conflits de classe à une ethnicisation des conflits. Et à l'époque, on a le phénomène d'immigration, mais il ne fait pas du tout phénomène. Mais on s'en est... 68 est un marqueur là-dessus. Et donc, je trouve que votre remarque, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle n'est pas encore suffisamment prise en compte dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ça s'est passé. Et c'est un passé qui s'est mal passé. Parce qu'on voit bien, je poursuis votre réflexion en France.
je trouve qu'il y a une crise extrêmement importante. Parlons pas de la crise économique, tout le monde l'a identifié. Parlons pas simplement de la crise sociale, tout le monde l'a identifié. Parlons de la crise culturelle ou politique. Aujourd'hui, nous sommes une société qui n'a plus de projet collectif en France. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait encore un projet collectif, ou des projets collectifs qui pouvaient se heurter. Le socialisme pour les uns, la société libérale pour les autres, pour les troisièmes, une société de décolonisation. Enfin, il y avait des projets inscrits dans le politique, et dans un politique qui était, peu ou prou, qu'on accepte ou pas la théorie marxiste, dans ce système des classes, des relations sociales. Et les relations sociales, où est-ce qu'on les vit ? On les vit dans le domaine du travail. C'est-à-dire que le problème qui est posé à l'art et à la culture, et je m'appuierai moi sur Hannah Arendt, dans un de ses livres les plus importants qui s'appelle « La condition de l'homme moderne ». Elle lit dans La condition de l'homme moderne, et elle parle déjà, et elle parle des Grecs, elle disait la personne, et en l'occurrence, c'était ni l'esclave, ni la femme, ni l'enfant, c'était le citoyen, pouvait développer ses qualités, sa personnalité dans 3 domaines, le travail, le politique, et c'était réservé qu'à, et l'artistique, enfin l'œuvre d'art. Aujourd'hui, pour des raisons, alors, c'est certainement pas exactement la même chose au Québec, mais en Europe, la notion du travail est une notion qui n'est plus le lieu de la libération de l'individu, ni de son aliénation, ni de son exploitation. C'est une question, il faut trouver du travail, parce qu'on est dans une société qui est incapable économiquement et socialement. Donc, cette question des relations sociales, qui se faisait uniquement à travers des rapports et des conflits de force, entre celui qui offre du travail et celui qui offre sa force de travail, c'était l'explication marxiste. Eh bien, ni cette explication, ni cette réalité ont disparu. Alors je pense que ça, c'est un des éléments qui explique. L'autre élément qui explique, c'est la fin de la guerre froide et d'une autre guerre qui est en train de se faire. Mais en tous les cas, je crois, et je le dirai moi avec d'autres mots que ceux que vous venez de dire, que nous sommes confrontés aujourd'hui, effectivement, à des eux et des nous, qui, enfin, eux, c'est ceux qui viennent, ou ceux qui possèdent, enfin, c'était ceux qui possèdent il y a un certain temps. Eux, c'est ceux qui viennent parce qu'on manque de force de travail ou parce qu'il y en a trop. Et c'est ce problème-là qui est au centre du phénomène ou de la crise de la culture. C'est comment faire un nous aujourd'hui. Et comment faire un nous sans que l'autre soit un étranger hostile qui vienne nous bouffer notre pain, ou qui vienne tuer au fond notre histoire laïque, républicaine, etc., etc. Et je pense que la médiation culturelle, vous avez pointé là, à mon avis, ce qui fait son actualité, c'est que le monde social, et donc le monde imaginaire, parce que le monde social, il n'est pas fait simplement des relations dans la famille, dans le travail, il est aussi fait à des projections, à travers une histoire, à travers des symboliques, et aussi chez nous, autour de la question du voile, de la laïcité, ce tissu symbolique est fort. Et donc, un des grands problèmes que nos sociétés ont à résoudre, c'est celui de la crise identitaire, de manière à ce que l'identité ne soit pas un enfermement, ne soit pas une vision de l'autre comme étranger, comme hostile, comme celui devant lequel il faut conserver à tout prix une stabilité, parce que l'identité nationale, elle est mobile, elle est volatile, elle change. Et une des grandes difficultés pour nous, précisément, c'est on a pensé ces 30 dernières années qu'on pouvait construire une identité européenne, voire une culture européenne. Ben, la culture européenne, elle existait, mais elle existait pour un certain nombre de lettrés qui pouvaient naviguer depuis des cartes jusqu'à d'autres. Mais on s'aperçoit que l'identité européenne, on a énormément de mal à la construire. Et il suffit de voir ce qui s'est passé dans les Balkans. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, je crois qu'on a là pointé à la fois ce qui fait l'actualité de la thématique et la force de ce thème de la médiation culturelle. C'est que ça devient un substitut, un mana, quelque chose qui doit... alors, évidemment, c'est bien moins structuré que les anciennes catégories de pensée
qui était le rapport au travail, l'aliénation, la plus-value, la libération, l'émancipation, etc. Il y a peut-être d'autres phénomènes là qui doivent être examinés. De quelle manière la médiation culturelle, par exemple, peut-elle permettre l'émancipation de la personne? Comment elle peut permettre la création d'identités collectives à l'intérieur d'un nous plus large qui fédère? Voilà, et c'est pour ça qu'elle est éminemment politique. Je vais aller très vite sur ce troisième point, que j'ai appelé les discours sur la médiation. Le nombre, prenons l'exemple au Québec, mais on pourrait le prendre en France, je crois que c'est encore plus fort au Québec, de colloques sur la médiation, de livres sur la médiation, culturelle, éducative, enfin, et là j'élargis le spectre. Le discours des institutions culturelles, les musées. Alors, les théâtres ont moins de discours là-dessus. On pourrait y revenir, je ne vais pas avoir le temps. C'est vrai chez vous, c'est vrai chez nous. En fait, les institutions artistiques chez nous sont très, très réservées, prudentes vis-à-vis des thématiques de la médiation culturelle. Pourquoi ? Moi, je crois que chez nous, c'est assez simple. C'est qu'au fond, les artistes qui gonflent un peu le torse ou qui sentent, et ils ont raison de le gonfler, c'est quand même souvent l'art qui anticipe sur des sensibilités, qui produit les ruptures, les chocs les plus forts dans nos personnes. Eh bien, les artistes peuvent penser, et ils ont parfois ou souvent raison de le penser, que ce sont eux qui opèrent les médiations. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires, que ces intermédiaires soient de l'ordre de la didactique, de l'explication, de la compréhension. Ils sont, à travers leur production, les médiations qui permettent de mettre en rapport des publics. Et j'insiste beaucoup sur la notion de pluriel. Et d'ailleurs, on pourrait discuter beaucoup, je n'ai pas le temps de le faire, mais je pointe le truc. La question du public, c'est d'abord une question de sociologie. Et donc, si c'est une question de sociologie, il faut la travailler un peu plus. On est public de quelque chose. Le public, ce n'est pas une entité sociologique qui existe indépendamment de ce à quoi elle est publique. Le public du rock, le public du pop, le public du théâtre classique, ce n'est pas le même. La grande illusion a été, dans les années 70 chez nous, qu'on pouvait mélanger les publics, d'où les maisons de la culture, qui était aussi une manière de se dire on va pouvoir transformer un spectateur ou un auditeur de musique classique en un auditeur de théâtre ou de musique rock. C'est pas si simple que ça. Les publics sont segmentés, ils ne passent pas d'une manière à l'autre. Alors, donc, énormément de lieux institutionnels, réflexifs, universitaires, d'institutions qui font de la médiation dans les quartiers avec les jeunes, avec telle ou telle technique artistique. Donc, la médiation recouvre des arts de faire. Je emploie le mot art de faire et je l'utilise en référence à un grand philosophe qui s'appelle Michel de Certeau, qui était un historien, un jésuite, un spécialiste de la mystique, qui a fait beaucoup de livres dans les années 60-70 et qui a permis une grande compréhension de ce qui se passait notamment en 68. Michel de Certeau a beaucoup accompagné les militants de l'action culturelle dans les années 70, notamment à travers un travail d'enquête sur le terrain qui s'appelait les arts de faire. Et donc, il se situait vraiment dans une définition de la culture large qui passait par des engagements personnels, ce qu'il appelait des tactiques. Bon, et donc, des arts de faire, des marqueurs, c'est une manière aussi de se positionner dans un champ d'acteurs, les acteurs culturels ou artistiques. Pour prendre, si je dis champ d'acteurs, c'est pour me référer à l'œuvre de Bourdieu, c'est un champ de conflits, d'intérêts, de situations par rapport à des positions de pouvoir. C'est plus des conflits de classe, mais c'est... Et donc, ce champ d'acteurs
il est à la recherche de subventions, il est à la recherche de reconnaissance, il est à la recherche de public, il est à la recherche d'espace de visibilité. Et la médiation intervient là-dedans. Voilà aussi pourquoi, d'une certaine manière, dans les grandes institutions culturelles, en tous les cas en France, les pratiques de médiation ne sont pas tellement recherchées. On est sur des pratiques qu'on appelle de relations au public, avec un pluriel. On est dans des pratiques de... Et quand on parle de relations au public, en réalité, on est presque plus dans le domaine de la publicité ou de la communication, de faire savoir ce qu'on fait que de travail avec les spectateurs. Voilà, donc on a des choses extrêmement diverses. Et si j'ai employé le mot formation discursive, c'est en référence à Foucault. Pourquoi ? Parce que Foucault se posait la question à propos de la folie. Il remarquait que la folie, on en parlait depuis pas si longtemps que ça, 2-3 siècles, mais que les discours sur la folie étaient multiples. Il y avait le discours de l'autorité hospitalière, il y avait le discours du ministère de la Santé, il y avait les discours des hygiénistes, enfin bref, il y avait des multiples discours sur la folie. Alors il fallait enfermer les fous, ou d'abord il fallait définir ce que c'était les fous, donc il y avait des classements, des catégories, on s'y perdait. Et donc il proposait plutôt que d'étudier le phénomène à travers les différentes disciplines qui peuvent s'occuper de la folie, la médecine, la psychiatrie, le droit, la justice, d'interpeller ce qu'il appelait les formations discursives. Alors pourquoi est-ce qu'il n'employait pas le mot discours ? Parce qu'il préférait mettre l'accent sur la formation du discours, c'est-à-dire des phénomènes, des processus sur un long temps qui s'appuient sur des références. Et donc, les formations discursives, c'est l'ensemble de ces discours, qui peuvent être de la philosophie, qui peuvent être à propos de la culture, qui peuvent être de l'esthétique, qui peuvent être des politiques culturelles, qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le rapport entre l'art, la culture, les publics, le spectateur ou le récepteur. Donc, j'ai marqué là des contributions qui sont évidemment des contributions immenses, celles d'Edgar Morin. Je pense en particulier à ses contributions sur le cinéma comme imaginaire et comme production d'un imaginaire partagé. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, c'est l'audiovisuel, au fond, qui crée, parce qu'il touche massivement des publics. C'est Umberto Eco, à travers toute sa réflexion sur la production du signe. C'est Paul Ricoeur, ce grand philosophe, qui est sur le récit. Ricoeur a fait une œuvre extrêmement complexe et riche, mais surtout sur la mise en récit. On sait combien la mise en récit, mais sur des phénomènes très banaux, ordinaires. D'où, et c'est une petite parenthèse parce que j'aurais peut-être pas le temps de la développer, le problème de la prise de parole. Prise de parole, c'est un terme de Certeau qui en 68 dit en 68 on a pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Donner l'occasion de prendre la parole aux personnes, c'est fondamental. Parce que c'est à travers la prise de parole qu'on entre en relation avec l'autre, qu'on crée des récits qu'on partage. Donc cette question du récit, Ricoeur l'a traité dans 2 bouquins formidables. Donc tout ça pour dire que les formations discursives sur la médiation culturelle sont multiples, réfèrent à des questions essentielles de l'esthétique, de la philosophie, de l'art. Et l'apport de Michel Foucault, ça va être de dire, qu'est-ce que c'est qu'une formation discursive ? Il faut l'analyser, cette production d'un discours, à travers les éléments qui apparaissent, et pour aller très vite, et je donnerai simplement des exemples, d'abord il faut définir l'objet du discours, de quoi on parle. Et la plupart du temps, lorsqu'on parle de culture, on ne précise pas de quoi on parle. Certains parlent d'art, d'autres parlent de comportement, et alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, parlant pas de la même chose, on est obligé de ne pas se comprendre. Or, l'intérêt quand même du discours, c'est de pouvoir se comprendre, se contredire s'il le faut, mais sur des questions justes. Donc, si on prend l'exemple, de quoi on parle lorsqu'on parle de médiation culturelle ? On parle de plein de choses. Si on parle de médiation culturelle, on va parler en muséologie des différents dispositifs d'accompagnement du parcours du visiteur dans une exposition. Et comme moi je ne suis pas muséologue, je ne vais pas vous donner des exemples beaucoup plus riches, mais enfin, en muséologie, c'est de dire il faut trouver des dispositifs, c'est-à-dire c'est pas simplement
des matériels techniques, c'est aussi des visions. Les musées par exemple, un des apports fondamentaux des Québécois, c'est les musées de société. C'est-à-dire de prendre un objet qui est un objet quotidien d'une période révolue, dont on ne sait plus très bien comment on s'en servait, et de l'exposer, mais de le mettre en situation, en contexte qui permet non seulement de voir l'objet dans ce qu'il est, dans la chose elle-même, pour parler comme les philosophes, mais dans l'usage de la chose. Parce qu'un objet n'a de sens que si on arrive à restituer l'outil qu'il a pu être à travers une économie, à travers une institution, à travers une tradition. Donc, les objets dont on parle en médiation, c'est tout ce qui a été inventé par la muséologie, c'est toutes les pratiques au théâtre qui consistent à dire, tiens, on est dans un quartier qui n'a pas de mémoire, avec des populations qui arrivent, qui ne savent plus très bien où elles sont, c'est de recueillir les récits de vie des différentes personnes, de les mettre en forme, de les donner à voir et à entendre, et puis de tisser de la relation. Voilà un objet dont on peut parler. En art ou en peinture, là aussi, quand j'étais il y a 4 ans ici, j'avais vu des gens qui faisaient des trucs très marrants. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Ils prenaient un tableau très connu, où il y a une espèce d'action dramatique qui est là, et ils la mettaient en jeu et en scène. C'était ces espèces de tableaux vivants. Voilà une manière, non pas d'expliquer le tableau, mais de pouvoir, comment on passe, au fond, d'un tableau qui fixe une action à l'instant T, comment on la met en jeu pour montrer. Alors ça vaut que pour un certain type de peinture, celle que précisément Diderot dont je parlais, il y a un moment, distinguait comme la peinture dramatique, la peinture qui met des hommes en action. C'est ça qu'il définissait. Bon, donc vous voyez que les objets dont on parle quand on parle de médiation culturelle, ils sont tout autour de nous. Les conditions d'énonciation. Je crois que notre collègue là a eu le mot à un moment donné. Comment se fait-il que la médiation culturelle est devenue un thème, pas à la mode, c'est plus qu'à la mode, un thème porteur? C'est tout simplement parce que nous sommes dans des sociétés qui ne fonctionnent plus avec les mêmes normes, avec les mêmes horizons d'attente, avec les mêmes distinctions entre ce qu'est le réel, le symbolique et l'imaginaire, et dans des situations de crise, c'est-à-dire de changement. La crise au sens marxiste du terme, si l'on veut, de Gramsci, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir, il y a quelque chose qui est en train de naître, mais ce qui est mort est encore présent, ce qui est en train de naître n'est pas là, et donc il y a une bagarre terrible. Il y a un texte magnifique de Pasolini qui s'appelle La nuit des Lucioles, qui explique ça merveilleusement bien. Il dit un jour il se promenait dans Rome et il n'y avait plus de lucioles. Et pour lui, l'image des lucioles, c'était ces effervescences, ces fluorescences, ces rayonnements qui sont portés par les pratiques artistiques. Et donc, les conditions d'énonciation, ce sont des conditions sociales, politiques, culturelles, qui font qu'à un certain moment d'une époque, et nous en sommes les pieds dedans, cette société sait plus où elle va, elle n'a plus de projet collectif, elle est minée par des enfermements identitaires, elle est minée par le fait qu'elle doit se réorganiser, mais elle ne sait pas comment, elle n'en prend pas les moyens, elle se réfère soit à un passé qui n'existe plus ou qu'elle mythifie, ou elle se réfère à un avenir qui consistera à mettre tous les immigrés dehors, enfin à des fantasmes qui ne marcheront pas. Donc ces conditions d'énonciation, elles sont de l'ordre du politique. Les thématiques. Les thématiques de la médiation culturelle, c'est la thématique de l'autonomie de la personne, c'est les thématiques de la relation entre les groupes, c'est les thématiques de la résolution des fractures sociales, c'est les thématiques de la démocratie culturelle. Je n'ai pas le temps de le développer, mais qu'il faudrait opposer à la démocratisation culturelle. La démocratisation culturelle, c'est le phénomène qu'on a connu, et je termine là pour laisser quand même... je vois bien que je n'ai pas laissé la possibilité de m'interrompre, mais c'est parce que le plan était trop ambitieux. Je suis sur quoi là ? Oui, sur les thématiques. Alors oui, démocratisation culturelle, c'est l'idéologie. On peut dire que c'est un système de pensée développé non pas par Malraux, mais dans le courant au moment où Malraux est ministre de la Culture, dans les 10 ans où il est ministre de la Culture,
l'accès du plus grand nombre aux biens culturels. C'est clair, c'est net, c'est-à-dire démocratiser l'art comme on a démocratisé les connaissances avec l'école. Pour Malraux, il va couper, il va dire les pratiques artistiques, ce n'est pas les pratiques de l'école. L'école ne peut pas enseigner à aimer l'art. En revanche, la politique du ministère doit permettre la rencontre du plus grand nombre avec les œuvres d'art, comme l'école républicaine a permis la rencontre du plus grand nombre avec le savoir. Parce que c'est comme ça qu'une personne s'autonomise et qu'une société devienne forte. Voilà, la démocratisation culturelle, ça a été ça. On s'est rendu compte qu'elle avait changé un peu les choses, mais qu'elle avait des limites qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont multiples. J'ai écrit à un moment donné un bouquin qui s'appelait « La démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle ». Ça ne voulait pas dire que ça allait être un échec. Pendant les années 90, on disait est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un succès? C'est ni l'un ni l'autre, ou c'est et l'un et l'autre. Moi, je pense qu'elle est à bout de souffle parce que c'est plus comme ça qu'il faut poser la thématique. C'est la thématique de la démocratie culturelle qu'on avait d'ailleurs vu émerger dans les années 70. La démocratie culturelle, c'est pas tellement l'idée que chacun doit pouvoir aller au musée, au théâtre, au concert, c'est que chacun doit développer les capacités de prendre la parole avec les moyens artistiques et peut-être aussi pour mieux se définir dans sa culture à lui par rapport à une culture plus collective, c'est-à-dire de trouver cet équilibre des accommodements nécessaires, ou comment on dit chez vous, des accommodements raisonnables. Voilà. Alors en France, c'est pas comme ça. En France, le multiculturalisme encore, c'est jugé comme la perte totale de l'identité républicaine. J'ai pas le temps de développer ça. Et les concepts. Alors les concepts des discours sur les formations, sur les médiations culturelles sont multiples. Ce sont souvent des concepts empruntés à la linguistique, ou signifiant, signifié, ou à la sociologie, public, privé. Enfin, ce sont souvent des concepts duels qu'il faut utiliser parce que c'est la sociologie, c'est l'esthétique, c'est l'histoire qui nous permet de penser les relations que met en place la médiation culturelle. C'est la distinction individu-personne, enfin c'est toutes ces catégories-là. Moi je pense qu'il n'y a pas un concept de la médiation et que vouloir le chercher, c'est vouloir chercher un continent perdu parce que c'est plutôt de s'interroger qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et je vais terminer sans le développer parce que je vais vous laisser aussi, c'est l'autonomie d'une notion. Au fond, autonomie c'est pas indépendance. Le problème, c'est comment la médiation culturelle se relie à d'autres disciplines, à d'autres questionnements sociaux. Et moi, je conclurai juste sans le développer, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que la médiation culturelle, c'est un processus qui va chercher, dans la densité du social, ce qui n'apparaît pas encore, qui est là d'une manière latente, pour le faire émerger, pour lui donner une forme. Parce que s'il n'y a pas de forme, ça ne peut pas être partagé, ça ne peut pas être mis en relation, et pour permettre qu'on le fasse circuler dans l'espace social, qu'on le fasse se développer. Donc, c'est des choses qui devraient permettre l'émancipation de la personne, la prise de parole, etc. Et puis c'est aussi, mais ça c'est un point de vue plus académique et théorique, mais ça a été à mon avis un élément important, en tous les cas moi c'est un élément sur lequel j'ai travaillé, c'est que la médiation met en jeu aussi bien des processus d'information que des processus de communication. Pendant très longtemps en France, il y a une dizaine d'années, on opposait les deux. Je pense qu'on ne peut pas opposer information et communication en disant l'information c'est bien puisque ça livre des faits objectifs, alors que la communication c'est une manière d'exercer des influences. Oui, c'est vrai, mais vivre c'est exercer des influences sur l'autre. C'est le séduire, c'est l'empêcher de se faire ailleurs ou rejeter. Et donc la médiation, ça, comme thématique, comme objectif, ça a la capacité, ça devrait avoir la capacité de montrer que information et communication sont des phénomènes théoriquement en complément. Merci de votre écoute et maintenant on va y aller sur le... Merci.